Bonjour Jonathan Paulin. Donc, tu es psychologue à Colmar en Alsace et ce soir tu vas nous parler du sentiment de sécurité interne. Déjà comment justement ce sentiment se développe à l'intérieur de soi, à quoi il sert dans notre vie et pourquoi c'est si important à l'heure actuelle de parler de ce sentiment de sécurité interne. Alors bonjour, oui, cette vidéo a pour but justement de parler d'intériorité et de comment cette intériorité se développe, comment on peut la définir déjà, et puis surtout pourquoi en parler maintenant à l'heure actuelle. Alors la sécurité interne, on peut parler de sécurité interne pour parler de confiance en soi en fait. Ce qu'on peut appeler confiance en soi, prendre appui sur soi-même, croire en soi-même pour créer à l'extérieur. Et pour cela, il faut se sentir exister. Alors ce sentiment d'existence, justement, aujourd'hui, je crois il est mis à rude épreuve par toutes les injonctions et les obligations auxquelles nous devons faire face, et sont même contraires au vivant, de mettre un masque sur le nez, par exemple, pour nous empêcher de respirer, ou là, par exemple, nous demander de nous mettre quelque chose dans le corps, alors pourquoi pas, mais par obligation et surtout en nous empêchant de rejoindre certains lieux qui étaient libres auparavant, c'est étrange. Et donc, je pense que de là réfléchir aujourd'hui, là, sur ce sentiment d'existence, donc de sécurité interne, c'est-à-dire de croire en soi pour croire dans le monde, parce que tout part de notre vision, tout part de notre regard. Si nous ne croyons plus en nous-mêmes, comment croire au monde? Et là, aujourd'hui, je crois qu'on nous apprend à nous méfier de nous-mêmes et nous méfier de l'autre. Alors justement, c'est important de revisiter justement ce sentiment d'existence, d'où il vient, comment est-ce qu'il a pu naître, et qu'est-ce qu'il nous a fallu pour que ce sentiment d'existence puisse croître et nous aider à grandir. Alors, je crois qu'il faut plusieurs ingrédients pour que justement, pour que nous puissions croire en nous-mêmes. Je crois que l'intention de l'autre a été vitale pour nous. L'intention, c'est la vie. C'est-à-dire que le désir d'enfant, déjà, et puis ensuite, lorsque l'enfant arrive au monde, quelles sont les intentions de son entourage, de ceux qui l'accueillent? Comment accueillir la singularité dès la naissance dans le regard de celui qui accueille l'enfant? Les parents notamment. Tout part de là. Déjà, c'est comment se sentent les parents. Donc, l'enfant, déjà en naissant, est dépendant de l'état d'esprit et des intentions de son parent. Donc, prendre soin de soi en tant qu'adulte et futur parent, je crois que c'est primordial d'avoir un rapport au plaisir le mieux possible en fonction de son histoire, évidemment, et de ce qui a pu nous arriver. Mais voilà, le sentiment d'existence chez l'enfant, chez le bébé, dépend de l'autre, beaucoup de l'autre. Parce qu'un enfant à la naissance, évidemment, contrairement aux autres mammifères, eh ben, les enfants, les bébés sont dépendants pendant plusieurs années, en fait. Ils ne peuvent pas se nourrir seuls, ils ne peuvent pas marcher seuls, il faut du temps. Voilà, beaucoup, des années. Pour les autres mammifères, c'est beaucoup plus rapide. C'est des fois immédiat, ou alors quelques jours, voire quelques semaines. Mais pour nous, c'est très long. Donc notre degré de dépendance est extrêmement élevé. Donc autant nous en servir de ce degré de dépendance, c'est-à-dire nous mettre en connexion avec les autres, puisque nous en avons besoin de l'autre. Depuis très longtemps, trop longtemps peut-être, mais c'est comme ça, la nature a fait que nous avons été dépendants de l'autre très longtemps. Et donc, cette dépendance, on peut en faire quelque chose de très bien, quoi. Rejoindre les intentions, en fait, qui nous ont permis de bien grandir pendant notre enfance et notre adolescence. Donc aujourd'hui, dans cette période où les intentions sont quand même étranges, en tout cas sont difficiles à décrypter, est-ce que ces gens, le gouvernement et autres, des fois médecins, on ne sait pas trop, quelles sont leurs intentions? On ne sait pas, en fait, on est un peu perdu par rapport à tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est recroire en soi-même. Vu que l'extérieur est très énigmatique, les intentions de l'autre sont très énigmatiques, revenons à nous-mêmes. Voilà, au sentiment de vie, en fait. Rejoignons le vivant. C'est ce qui nous a aidé à grandir. Alors grandir, déjà, voilà, stade du nourrisson, l'enfant naît, ne peut pas se nourrir, ne peut pas marcher, donc dépendant de l'autre. L'autre nous a permis justement de nous apporter chaleur, réconfort, tendresse. Au-delà de manger et nous transporter, ça a été aussi nous apporter de l'amour, de la tendresse, nous rassurer, nous cajoler quand nous pleurions, nous aider à nous endormir, parce que nous ne pouvions pas nous endormir tout seuls au début.
Il a fallu nous rassurer, nous apporter cet ingrédient qui est la tendresse, l'amour vraiment profond, quoi. Beaucoup de patience, hein. Voilà, il faut beaucoup de patience pour accompagner un enfant. Et c'est vrai que parfois, un parent n'a pas toujours la patience. C'est pour ça que, en tant que parent, prendre soin de soi est très important, parfois pas toujours facile. C'est ce que Winnicott a appelé être parent suffisamment bon. C'est-à-dire un parent qui est là, présent, lorsqu'il le faut, pour nourrir son enfant, pour aussi lui apporter ce qu'il appelle le holding, c'est-à-dire le portage réel, hein, par le corps, mais aussi portage par le regard, par l'intention d'amour. Et parfois, justement, on ne fait pas comme il faudrait faire peut-être. On doute, on a un peu peur, et puis tout d'un coup, boum, ça revient, on croit de nouveau en soi en tant que parent, et on apporte de nouveau réconfort et amour à son enfant. Grâce aussi à nos connexions en tant que parents. Très important pour un parent, par exemple, de soigner justement son existence, puisqu'il est en train de créer, justement, de faire émerger l'existence d'un enfant, de participer en tout cas à son sentiment d'existence. Il est important que le parent existe bien en lui-même déjà. Voilà. Et donc là, à l'heure actuelle, est-ce qu'on aide les parents à croire en eux-mêmes? Est-ce qu'on aide les adultes à croire en eux-mêmes pour accompagner leurs enfants? Pas vraiment. Voilà, en tout cas, c'est plutôt la culture de la peur et un peu de l'emprisonnement quand même. Donc justement, pour accompagner le développement de nos enfants, adolescents, c'est de croire en nous en tant que parents et adultes. Donc, l'enfant, quand il naît, a besoin de l'intention positive de son parent. Et d'ailleurs, ça se voit quand nous plaidons justement à changer la couche, quand nous changeons la couche de nos enfants, on ne fait pas que ça. Alors oui, on prend soin de son corps, justement en changeant la couche, pour pas qu'il soit abîmé, voilà, au niveau de sa peau, voilà, notamment. Mais aussi, on lui donne beaucoup de tendresse, on joue un peu avec lui. On fait des massages, par exemple, c'est ce qu'on conseille aux parents dès la maternité, dès que vous faites prendre le bain à vos enfants, ou vous changez la couche de l'enfant, c'est aussi lui apporter tendresse, réconfort, jeu. Et l'enfant rit beaucoup d'ailleurs au bout d'un moment, voilà, quand on joue avec lui. Et là, il crée des synapses, il crée des neurones. Donc le fait d'apporter une intention positive à son enfant, au-delà de l'hygiène, c'est lui apporter une vitalité, justement, et on participe à la création de son réseau neuronal. Donc, voilà, c'est pas anodin de jouer avec son enfant, c'est très important. Et puis, l'enfant continue, voilà, toute petite enfance, voilà, l'enfant continue à vivre grâce aux intentions du parent. Et puis vient, justement, autour des 8 mois à peu près, c'est des moyennes tout ça, mais l'enfant va commencer à faire du 4 pattes, c'est-à-dire on a confiance en lui. C'est-à-dire que, voilà, on va lui faire quitter un peu les bras pour l'accompagner vers ce voyage à 4 pattes. Si bien que nous croyons en l'autre, en l'enfant, c'est en fond de nous, on est programmé pour la vie, voilà, en tant que parent, en tant qu'être vivant. Donc, nous accompagnons l'enfant aux 4 pattes, parce que c'est le moment, on sent que c'est le moment. C'est quelque chose qui nous dépasse un peu, ça. Voilà, c'est le vivant, comme les animaux, pareil, les plantes. Donc là, l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il doit franchir un nouveau cap, sortir des bras, voilà, et faire du 4 pattes. Alors, pendant un temps, parce qu'on reprend dans les bras, parce qu'il nous appelle. Et voilà, on a dû bouger nos repères, des bébés, pour créer d'autres repères. Transformer un monde pour justement aller vers un autre monde. Et pour cela, nous avons eu besoin de la validation, quelque part, besoin de la confirmation du parent. Voilà. Qui nous dit, oui, tu peux y aller, pars à l'aventure à 4 pattes, mais fais attention, il y a une prise électrique, on ne met pas les doigts dedans, voilà, par protection, et on guide l'enfant, on l'accompagne, par exemple, comme ça. Mais à chaque, justement, avancée de la vie, l'être vivant, l'enfant, va demander à être rassuré aussi par le parent. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'insécurité qui peut l'envahir, comme ça. Nouveaux repères à construire, c'est l'inconnu. Et donc besoin de reprendre du connu, les bras de maman, papa et les autres. Voilà. Donc l'enfant va poursuivre son développement du 4 pattes jusqu'à se mettre debout, mais il va demander encore beaucoup les bras, parce qu'il a besoin justement d'être rassuré pour mieux avancer. Et ça, justement, c'est l'histoire de notre vie, c'est qu'on a besoin de prendre appui dans le monde pour prendre appui en nous-mêmes,
nous nourrir de l'extérieur pour nous nourrir à l'intérieur. Maintenant, nous nourrir de quoi? C'est ça. Donc il ne faut pas oublier que ça a été les bonnes intentions extérieures qui nous ont permis de grandir en nous-mêmes. Donc aujourd'hui, dans notre époque, surtout rejoignons les intentions positives de l'extérieur, quoi. Tout ce qui est du domaine de la peur, de la culpabilité, sont des choses qui ne nous ont pas du tout permis, en fait, de grandir. Pas du tout. Quand on a appris à notre enfant, par exemple, à ne pas traverser la route et à regarder à droite et à gauche, quoi, voilà, pour bien traverser, on l'a fait. Alors, peut-être qu'on peut appeler ça peur, mais surtout par explication, par sens. On a mêlé donc le geste à la parole au geste. C'est-à-dire qu'on a donné du sens. Voilà. Et là, on a compris si le parent avait une bonne intention ou pas pour nous. Si notre parent nous voulait du bien ou pas. Traverser la route, c'est pour te protéger. Un jour, tu y arriveras à traverser tout seul, mais pas tout de suite. Tu as besoin un peu de temps, patience. Et c'est comme ça qu'on a inscrit en nous-mêmes la notion de rythme, le naturel. Voilà, comme une plante voilà, qui grandit, c'est en rythme. Hein. On ne peut pas forcer comme ça la vie. Alors si on force la vie, ça donne des choses étranges, les OGM, des choses comme ça peut-être. Mais pour un enfant, pour un être humain, en tout cas, l'intention de l'autre est primordiale. Voilà. Rejoindre des bonnes intentions nous a fait beaucoup de bien. Donc on peut le voir là à peu près 8 mois, la marche, enfin, en tout cas le 4 pattes qui va à la marche autour d'un an évidemment à peu près. Hein. C'est moyenne, ça peut venir un peu plus tard, c'est pas grave. Et hop, après on avance, et plus on avance, plus on a appris à s'appuyer sur l'autre qui nous faisait du bien. Voilà. Et en avançant comme ça, on arrive, je sais pas, à peu près vers 3 ans, de 2 à 4 ans, une période importante pour l'enfant, qui est justement la découverte, alors le langage évidemment, qui augmente de jour en jour, et puis l'entrée à l'école à 3 ans par exemple, c'est un exemple à 3 ans, et justement l'enfant va bousculer ses repères, va rejoindre un monde nouveau, avec des nouveaux apprentissages, il va grandir énormément, de nouveau son cerveau va croître beaucoup, son corps, ses capacités aussi, va courir, va marcher, courir, va tomber un petit peu. Et justement, quelle a été notre attention lorsque l'enfant tombe? Est-ce qu'on va le gronder? On ne sait pas pourquoi, par peur justement, peur de quelque chose. Ou alors, on va venir vers lui, faire un câlin, et le rassurer en disant que c'est déjà très bien qu'il ait réussi à faire tout ça en courant, voilà, qu'il est tombé, mais qu'on est là pour l'aider à se relever. Et ensuite, il peut reprendre sa course, sa marche, quand il le voudra. Là, on singularise, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'existence, on reconnaît le fait que l'enfant ait des capacités. Et cette reconnaissance est très grande, parce qu'elle nous inscrit dans le monde. Il y a du sens à vivre, il y a du sens à être dans le monde. Et c'est ça le vivant. C'est justement reconnaître que nous avons notre place comme être singulier dans le monde. Nous ne sommes pas homogénéisés. Voilà. Le monde est hétérogène. Voilà. C'est le vivant, c'est une biodiversité. Et quand on s'inscrit dans la biodiversité grâce à l'autre, résultat, on trouve que tout est utile. Voilà. Tout est utile, on se sent utile, on trouve l'autre utile, même s'il ne pense pas comme moi, il est utile aussi. Parce que justement, on a été singularisé. Est-ce qu'aujourd'hui, on nous propose cela, cette singularité, cette individuation? Je crois que ce n'est pas l'intention de ceux qui ont du pouvoir actuellement. C'est-à-dire qu'on ne nous pousse pas à nous exprimer, à penser librement. Si nous avons pensé, si nous pensons aujourd'hui, c'est grâce aussi à notre petite enfance et au fait que le parent n'a pas été toujours là pour nous endormir. Il l'a fait au début, beaucoup même. Et puis au bout d'un moment, il est un peu fatigué. Mais aussi, il dit, oulala, maintenant il faut qu'il apprenne tout seul. Voilà. On se le dit, ça, en tant que parent. Puis après, on réfléchit, puis finalement on revient vers l'enfant, on court même parfois. Mais on a ça en tête. Il faut que je le laisse un petit peu se débrouiller tout seul. Mais je suis pas loin. Voilà. On laisse 30 secondes, 1 minute pleurer, voilà. Et en fait, l'enfant, en attendant, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a introjecté plutôt l'image de son parent, suffisamment bon, et l'enfant va pouvoir patienter, se décaler, faire un pas de côté. Voilà. La pensée qui arrive et qui émerge. Voilà. L'enfant crée sa pensée. Et au bout d'un moment, il va s'endormir tout seul, sans avoir besoin du parent, un petit peu au début, pour initier le mouvement. Mais ensuite, l'enfant, il va activer des choses en lui-même qu'il a introjectées en lui-même.
Je dis introjecter parce que c'est un terme du monde psychanalytique, mais il y a le mot incorporer qui est de prendre un véritable objet et le mettre à l'intérieur, ce qu'on peut retrouver dans les addictions par exemple, encore plus tard. Donc l'enfant va créer un espace à l'intérieur, un espace qui n'est pas lié à un objet réel. Alors il y a le doudou qui accompagne évidemment, ça peut être bien, mais surtout il est symbolique le doudou, c'est-à-dire qu'il a été investi par l'autre aussi le doudou, il est transporté. On joue avec le doudou généralement un petit peu aussi en tant que parent, on reconnaît le doudou, il y a quelque chose qui est justement lié à l'introjection aussi avec le doudou. Mais en tout cas, l'enfant accède au bout d'un moment à une sorte d'autonomie. Alors ce mot, bon, on entend beaucoup, mais l'autonomie, on sort un peu de la dépendance. Il ne faut pas se leurrer, nous sommes toujours un peu dépendants quand même. Un peu dépendants, mais il suffit de bien utiliser cette dépendance pour nous connecter à des gens qui ont des bonnes intentions pour nous. Quand on revient par exemple au stade de la marche de l'enfant, généralement l'enfant il se tient au canapé ou à un objet et nous on l'attend de l'autre côté. Là, puis on lui fait tout un tas de signes, on l'applaudit même, on fait des grands sourires pour lui donner confiance en fait. L'enfant s'appuie sur nous pour s'appuyer sur lui-même. Voilà, la réciprocité, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Être humain c'est mutuel, c'est-à-dire que ça passe par une boucle. Et ça a donné confiance à l'enfant qui, évidemment, à un moment donné, va y aller. Il va lâcher ses mains, et hop là, il va aller vers nous. On n'est pas loin. Et quand ça tangue un peu, hop, on va venir un petit peu le rattraper. Mais on voit le grand sourire de l'enfant qui commence à faire un pas, puis deux pas. Il y a un grand sourire chez l'enfant, une grande excitation. Parce que il est un peu en miroir, quand même, du parent, qui lui-même est très content de voir son enfant faire des pas. Voilà. S'autonomiser, en tout cas être moins dépendant et être libre en fait. Voilà. Voyez à quel point l'intention a été vitale pour nous et elle nous suit tout au cours des stades du développement. Voilà, 3 ans, le langage on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Pareil, attention à ne pas noter et, les enfants à la maternelle, ce serait étrange, il n'a pas besoin de ça, il a besoin de jouer encore l'enfant, il n'a pas besoin d'être évalué, voilà. Besoin de féerie, d'enchantement. Et justement, si on s'arrête un tout petit peu là, l'enchantement, il y a des masques à l'école maternelle, par exemple. Pas pour les enfants, pas encore. Mais en tout cas, pour les maîtres et maîtresses, et à Tsem, il y a des masques. Et attention à ça. On parle d'enchantement, et on parle surtout de mimétisme chez l'enfant, qui se nourrit, pour construire ses émotions, son panel d'émotions intérieures, se nourrit des émotions des autres. Il regarde pour savoir à quoi correspond la colère, comme quelle est la forme du visage, de la bouche, des yeux, lors de la colère ou de la joie. Et bien l'enfant va regarder beaucoup, évidemment encore à ce stade-là, évidemment à 3 ans, c'est important. Et là il y a des masques, pendant 4-5 heures, voire plus avec le périscolaire, 7 heures par jour, on voit des masques. Et là on peut s'interroger, est-ce qu'on est en train de favoriser le développement de l'enfant, ou alors on l'en empêche? C'est des hypothèses, mais je crois que si on s'appuie sur des écrits, des expériences cliniques, sociales que l'on connaît, évidemment que ça ne va pas dans le sens du vivant tout ça. On éteint plus qu'on active. Après évidemment l'enfant heureusement retrouve sa maison, et là il n'y a pas tout ça. Il y a de la vie normalement à la maison, donc l'enfant reprend confiance. Mais quand même il a été exposé pendant de longues heures. On avance, 7 ans. 7 ans, voilà. Grand stade aussi de l'enfance, c'est des moyennes évidemment. Grand stade de l'enfance, puisque l'enfant accède à une angoisse, en tout cas à un état qui est l'accès à ce que peut signifier la mort concrète. C'est-à-dire que l'enfant sait lire à cet âge-là, normalement à 7 ans, sait lire. Donc il lit des livres, bande dessinée, livres, il comprend mieux les conversations des autres, grâce à son système synaptique, neuronal, et puis aussi à l'expérience, parce qu'on a plus d'expérience à 7 ans, évidemment. L'expérience commence à bien compter, là, 7 ans, c'est quand même pas mal maintenant, 7 ans. Et l'enfant va comprendre que l'autre, celui qui meurt, qui n'est plus en vie, qui n'est plus là, il n'est pas forcément au ciel. Alors, par les valeurs de la famille religieuse, bien sûr que c'est du symbolique. Pourquoi pas, la spiritualité aide, pas que la religion, la spiritualité aide l'enfant par tact et par tendresse, justement, à tranquillement intégrer certains concepts. Mais à 7 ans, ça devient de plus en plus clair.
Et on sait que celui qui est plus en vie, il n'est pas forcément au ciel, mais il est dans la terre, le cimetière, crématorium, donc brûlé. Et ça, attention, ça bouscule pour un enfant. C'est une nouvelle vérité du monde que l'on a tous actuellement, parce qu'on a pu l'acquérir, mais qu'on a un peu refoulé. On ne sait plus comment on a appris ça un petit peu, mais pas trop, hein, c'est pour beaucoup. Ben, l'enfant, voilà, il connaît ça. Donc c'est normal, de grands repères se bousculent, et donc l'enfant va être un peu plus en insécurité que d'habitude. Il va devoir apprendre, encore une fois, à se sécuriser. Et là, heureusement, l'autre est là, celui qui a des bonnes intentions pour lui, va expliquer à l'enfant par tact, voilà, par tendresse, en mettant des mots, en reconnaissant ce que vit l'enfant. Alors c'est pour ça, à l'enfant, vers 7 ans à peu près, il fait beaucoup de dessins. Alors, c'est du sang, parfois il y a des morts, il y a des zombies, qui est comme la figure du mort et du vivant, chose étrange, très présente dans la culture, le zombie, le vampire, par exemple. Et ben, l'enfant va le dessiner, va jouer, va en parler. Et c'est important parce qu'il s'exprime, il pousse en dehors ce qui est trop présent à l'intérieur. Et c'est plutôt bon signe quand l'enfant en parle de tout ça, en tout cas l'exprime, par plein de façons différentes. Tout dépend comment on accompagne tout ça. C'est sûr qu'on peut appuyer dessus, et là, oulala, ça va encore faire grandir beaucoup l'insécurité chez l'enfant. Ou alors, on accompagne, on dessine avec lui, on lui demande, par exemple, ce qu'il a dessiné. Ah, pourquoi t'as fait ça comme ça? Pourquoi ce personnage, il est comme ça? Et il élabore. L'enfant s'exprime, et en fait, l'enfant voit qu'il est reconnu. Il se sent reconnu, singularisé. On reconnaît une nouvelle vérité sur le monde. Ou alors, le parent peut avoir peur. Comment ça? Tu as dessiné un cercueil et tu as mis mon nom dedans. Ce qui arrive des fois chez les enfants. Ils font ça, ils dessinent le cercueil, ils mettent le prénom du parent dedans. Le parent, ça réveille ses propres angoisses de mort. Et là, non, ne fais pas ça. Mais comment ça, maman? Tu vas pas mourir un jour? Non, je serai toujours là. Et là, attention, alors, ça ne veut pas dire que si on le fait là, c'est foutu, pas du tout. Tout se reprend, le vivant, du moment qu'il y a de la vie, tout est possible. Donc on peut reprendre plus tard. Ça arrive, en tant que parent, d'être en doute, et des fois de ne pas forcément être toujours là où il faut quand il faut, de la bonne manière. Ça arrive à tout le monde, même aux psychologues, à tout le monde. Et donc dans ces cas-là, on reprend un peu plus tard. Et c'est même très bien d'ailleurs, parce que on peut dire, tu vois, j'ai dit ça parce que c'est vrai que la mort, des fois, c'est pas forcément facile pour moi en tant qu'adulte d'en parler. Mais c'est bien, toi tu grandis, toi tu en parles. Et ben on va en parler ensemble. J'ai réfléchi, je pense que c'est bien qu'on en parle ensemble. Et ben voilà, d'un coup vous transformez une expérience qui a été un petit peu inquiétante pour l'enfant, finalement une superbe expérience. C'est-à-dire que le parent arrive à réfléchir et faire des pas de côté et va vers son enfant, superbe. Alors, là c'est ça, c'est de la philosophie. Voilà, on pense ensemble. Pas dans une hiérarchie, mais dans une horizontalité où l'enfant et le parent n'ont pas de statut hiérarchique, il n'y a pas de hiérarchie. C'est deux êtres humains, des stades du développement différents. Voilà. Un qui guide, un qui est guidé, et parfois l'enfant guide le parent, sur beaucoup de choses d'ailleurs. Hein. L'enfant nous fait beaucoup grandir en tant que parent. Voilà, donc à l'heure actuelle, est-ce qu'on favorise ces échanges-là? Peut-être que des familles arrivent à le faire, et très bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent à le faire, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on nous invite à faire. Pas du tout, aucune directive par rapport à ça. Il y a plein de protocoles, mais pas là-dessus par contre. Hein. Pas de protocole pour dire, alors votre enfant philosophie avec lui, c'est très bien. Pas du tout. On apprend plutôt à lui dire, mets ton masque, sinon tu vas tuer mamie ou papy. Et donc c'est ça le drame, c'est que le masque à 6 ans désenchante beaucoup de choses quand même. Ça accélère ce processus d'accès à la vérité de la mort. Ça le fait de façon abrupte et de façon très culpabilisée, très culpabilisante. Si l'enfant ne met pas le masque, il va tuer quelqu'un. En gros, c'est ça. Voilà. Je ne pas dit comme ça, quoique parfois, je crois que peut-être un peu dit comme ça, vu les témoignages que j'ai de certains enfants et de parents. Donc, il y a moins de tact, évidemment. On accélère les choses. Ce n'est pas un processus naturel. Le naturel, c'est quoi en psychologie, par exemple? C'est que face à une nouvelle information, une nouvelle connaissance du monde, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en route. Quand l'enfant a accès à la vérité sur la mort, par exemple, il va mettre des défenses en place. Il va en parler un peu, par des cauchemars, des choses comme ça, et on va en parler. Là, c'est la culpabilité. L'enfant ne devrait pas être coupable de la santé de son parent ou grand-parent. C'est pas possible. Enfin, c'est pas naturel du tout, ça, cette affaire.
Mais là, on est en train d'être antinaturel. On crée un lien entre l'enfant et la mort de son grand-parent, voire de son parent, quoi. C'est de sa faute. C'est terrible. L'enfant n'est pas du tout prêt à prendre cette information, mais personne d'ailleurs n'est prêt à prendre cette information de « il est mort à cause de moi ». Non. Donc il n'y a pas de sens, voilà. Alors que dans tous les stades du développement que nous avons dépassés, nous avons eu besoin de trouver du sens. C'est pour ça que les enfants disent « pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Et parfois on peut répondre, tant mieux si on peut bien répondre à tout ça, enfin répondre à tout ça. Parfois on peut pas trop, hein, ça arrive, on est un peu fatigué en tant que parent. Mais voilà pourquoi et on peut dire surtout pourquoi on est un peu fatigué, voilà, et pourquoi on le dit, on répond pas au pourquoi. C'est très bien, surtout mettez du sens à ce que vous ressentez en tant que parent, en vous censurant un tout petit peu si c'est trop angoissant à dire pour l'enfant. Il faut faire attention des fois à ce qu'on projette. Mais en tout cas, voilà, on a besoin de sens pour grandir. Et le sens, quand même, vient beaucoup de l'autre. Comment est-ce que l'adulte traduit le monde que moi je commence en tant qu'enfant à découvrir? Très important. Et puis après, on fait un petit saut dans le temps. Il y a l'adolescence. Grande période, ça. Grande affirmation de soi, mais avec aussi sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que l'adolescent va beaucoup grandir, encore une fois, cérébralement, physiquement, par les hormones, par la puberté, et par le pubertaire. C'est-à-dire le pubertaire, c'est la puberté psychique, quelque part. C'est mon inscription dans le monde. Je ne suis plus un enfant. Je dois même penser à mon boulot, quelle formation choisir. Donc on bouge mentalement. On quitte un espace pour rejoindre un autre espace. Mais on quitte véritablement jamais, on va dire, l'espace ancien. On crée des passerelles. Ça se voit aujourd'hui d'ailleurs. Combien d'adultes jouent à des jeux vidéo, par exemple. Ça peut être très plaisant de jouer aux jeux vidéo. Ça peut être par nostalgie, ça peut être parce que ça a été un refuge. On crée toujours des passerelles quand on joue dehors, même un jeu de société. Bref, on retouche à des choses de notre enfance. Parce que le vivant, c'est l'évolution, en fait. Le vivant, ce n'est qu'une évolution. Nous ne sommes pas des étrangers de nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que nous étions un enfant, puis un adolescent, puis après un adulte. Mais c'est toujours nous-mêmes, c'est le fil de l'existence, c'est la continuité. Il y a des choses qui font continuité, des films, dans la culture, il y a plein de choses. On aime bien réouvrir les cartons de temps en temps. Puis après, on les rerange. Bah, l'adolescent, c'est ça. Il fait ses cartons, généralement. Il met tous ses jouets qu'il pouvait prendre du plaisir. Et ben aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Il doit retrouver du sens. Mais les jouets, il ne faut pas qu'ils soient très loin. Hein. On fait des cartons, mais de temps en temps, je vais les revoir. Hein. Peut-être, de toute façon, on peut cacher, mais je les revois. Voilà comment est-ce qu'on grandit. Et là, on a besoin de la validation, en tout cas la reconnaissance de l'autre. C'est pour ça, attention à ne pas se moquer des adolescents quand ils grandissent, par la voix qui change, qui mue, par exemple. Alors entre eux un peu parfois, mais attention au monde adulte, à ne pas se moquer de l'adolescent, et ne pas trop, justement, le maltraiter aussi sur ses capacités. L'adolescent a beaucoup de capacités. Aujourd'hui, on peut entendre parfois que l'adolescent est complètement soumis, et que de toute façon, nous, à notre époque, on n'était pas soumis. C'est une fausse croyance totale. Il y a beaucoup d'adolescents qui prennent des grandes décisions aujourd'hui. Aujourd'hui, hier déjà aussi. Le fait, par exemple, de devenir végétarien, de faire des marches pour le climat, de manifester. Il y a un désir adolescent. Aujourd'hui, il y a toujours du désir. Dans tout cas de la vie, il y a du désir. Donc attention à ne pas reconnaître l'adolescent comme celui qui est impuissant. Non, non, il a quelque chose d'une puissance créatrice en lui, mais en le disant qu'il n'est pas puissant, en tout cas qu'il est complètement impuissant, et puis que de toute façon il est soumis, bah attention, il peut coller à cette image. Parce que l'adolescent est encore dépendant du regard de l'autre. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on est toujours dépendant un peu du regard de l'autre quand même. Parfois beaucoup. Ce qui peut aujourd'hui être le cas quand des gens dénoncent aujourd'hui certaines personnes très soumises, parce que très peur, peuvent dénoncer des voisins qui font une fête, alors que c'est interdit, parce que c'est après 19h. Ça c'est de la soumission, c'est du malheur, en fait. On espère que ces personnes-là vont pouvoir prendre soin d'elles. Mais l'adolescent, attention, justement, est très créateur, mais s'il n'est pas reconnu dans sa créativité, en tout cas, s'il est soumis par l'autre, il peut être destructeur pour lui-même et pour l'autre aussi. Donc attention à ça.
l'adolescence est un espace de créativité, mais de destructivité, c'est-à-dire d'action dans la destruction ou d'action dans la création. En tout cas, il est acteur. Beaucoup moins soumis qu'un enfant au monde, mais avec de nouveaux repères à construire. Donc, insécurité chez l'adolescent, mais plein de nouvelles capacités de réflexion. Alors, il y a en psychanalyse, on peut parler de parricide, voire de matricide, c'est-à-dire tuer l'autre symboliquement pour grandir. C'est-à-dire, je dépasse mon père, je dépasse ma mère, des domaines, et lorsque ces parents-là reconnaissent, oui c'est vrai, c'est bien, tu connais plein de choses, parle-moi de ça, et puis moi je te parle de quelque chose que je connais moi aussi. Et là il y a un aller-retour, il y a une réciprocité, ce qui soulage beaucoup l'adolescent. On me reconnaît comme quelqu'un qui sait et qui a de l'expérience. C'est très bien. Mais aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on reconnaît justement l'adolescent comme quelqu'un d'actif? Non, parce qu'on l'empêche d'agir et même de découvrir le monde. Et même, justement, on lui dit, ces enfants et ces adolescents, que au-delà de tuer symboliquement l'autre, ils peuvent le tuer réellement. Voilà. Alors que le meurtre symbolique du père ou de la mère, ça le dépasser. C'est pas du tout un meurtre dans la réalité, c'est symbolique. C'est-à-dire dépasser le parent, voilà, pour nous construire tranquillement en tant qu'adultes. Et bien là, aujourd'hui, on dit carrément que, oui, cet enfant, cet adolescent, peut tuer réellement quelqu'un juste en respirant. Et là, parce que c'est incontrôlable la respiration. On doit respirer, c'est pas possible de faire autrement. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons quitté le naturel. Et il est temps de reprendre le naturel en main, de reprendre la justesse du vivant, et de respirer tranquillement comme on sait le faire, sans masque. C'est très important. De nous laisser vivre justement notre vie, ne pas nous apprendre à nous culpabiliser, à nous méfier de nous-mêmes et à nous méfier des autres, et puis à être de potentiels meurtriers, juste en respirant. Complètement incohérent, complètement dissocié cette affaire. Donc, en étant dans une bonne intention pour l'autre, en tant qu'adulte, notamment au niveau des enfants et des adolescents, on les aide à s'associer à eux-mêmes, se créer un champ de valeurs et rejoindre par leur comportement leurs valeurs. D'où les manifestations qui sont bien investies par les adolescents et jeunes adultes, parce qu'ils sont en train de s'associer, ils s'associent à eux-mêmes. Et ils découvrent qu'ils peuvent agir sur le monde. Donc voilà, cette vidéo, je pense, est positive dans ce sens-là. C'est que dans ce monde de fortes restrictions, de peur, empreintes d'insécurité, en fait, nous pouvons nous révéler nous-mêmes dans le vivant, puisque nous avons dû dépasser notre insécurité pour grandir. On connaît ça, on l'a déjà fait, de franchir l'intensité de la peur très forte comme ça. On a su dépasser cette peur intense, cette insécurité en nous, pour trouver de la sécurité à l'extérieur et en nous-mêmes. On sait le faire. Donc comment faire? C'est se rebrancher sur le vivant, se rebrancher sur ce qui nous a fait du bien, c'est-à-dire sur d'un point de vue psychologique, ce qui était très important, c'est-à-dire l'intention de l'autre. Rejoindre les gens qui ont des bonnes intentions pour nous, parce que le problème, c'est que si nous donnons notre accord à la peur et à la culpabilisation, nous pouvons être violents. Violents pour nous-mêmes, nous attaquer beaucoup, le corps, l'esprit, nous auto-juger très fortement, nous mésestimer, mais aussi nous pouvons être violents envers l'autre. Voilà, passer à l'acte. Et ça, l'histoire de la violence, en tout cas l'origine de la violence est presque facile à comprendre. C'est que c'est la soumission. À force d'être trop soumis, on se débarrasse de la soumission en nous soumettant l'autre. Et ça, faisons très attention. Beaucoup de gens soumettent en ce moment. Comme dit par exemple Louis Fouché, c'est de ne pas être dur avec l'autre, mais c'est être fort dans les idées, mais doux avec l'autre. Donc c'est une belle formulation pour justement nous affirmer. Plus on peut être dur avec nous, plus cela doit nous permettre de nous dire mais cela est complètement injuste, j'ai pas eu besoin de ça pour grandir, j'ai pas besoin de jugement pour grandir, j'ai pas besoin de peur pour grandir, j'ai pas eu besoin de ça, j'ai besoin de joie, d'amour, de réassurance. Donc rejoignons les gens qui nous font du bien, dans les bonnes intentions, et ceux qui nous veulent du mal, avec de mauvaises intentions ou du jugement, restons nous-mêmes, défendons nos idées, sans soumettre l'autre par la violence.
parce que là, sinon on rentre dans un cercle infernal, et nous n'aidons pas celui qui souffre, c'est-à-dire celui qui veut nous soumettre, et quelqu'un qui souffre. Donc, d'avoir ça à l'esprit fait beaucoup de bien. Ça fait des pas de côté, en fait, comme nous avons su le faire, enfants et adolescents, faire des pas de côté. La réflexivité, la conscience de ma conscience. Grâce à l'autre, l'autre m'a permis de penser. Comme il n'a pas toujours été là, il a été suffisamment là, mais à des moments il a été absent, pour me permettre d'être moi, j'ai accédé au manque, je peux être moi, je peux penser librement. Parfois j'ai de la culpabilité, parfois je suis triste, je souffre, mais ce ne sont que des signaux pour nous dire qu'est-ce que je fais là, comment puis-je transformer ma réalité pour être moins souffrant, pour être plus joyeux et moins triste. La tristesse est une émotion qui nous permet de réfléchir, par exemple. Il faut l'accueillir. Plein de choses permettent cela, les méditations, la sophrologie, les thérapies énergétiques, l'alimentation, la bonne alimentation, réfléchir à ce que l'on mange, est-ce que nous sommes dans un écosystème en mangeant, dans le vivant ou pas, rejoindre la médecine qui nous fait du bien, c'est-à-dire des médecins qui nous veulent de bonnes intentions, qui ne cherchent pas à nous éteindre, mais au contraire à nous augmenter quelque part dans notre capacité à vivre, à prendre soin de nous, la naturopathie, plein de choses qu'on peut qualifier d'alternatives aujourd'hui, mais qui vont peut-être être au devant de la scène et en lumière. La psychothérapie fait du bien, s'interroger sur soi aussi. Qu'est-ce que je fais là? Quels sont les espaces qui me font du bien? Quels sont les espaces qui me font du mal? Donc voilà ce que l'on peut retenir, je crois, de ce lien entre les stades du développement, de passer de l'insécurité à la sécurité, à cette époque actuelle qui en fait nous pousse à reprendre ce chemin pour grandir, et cela à tout âge. Voilà. Merci, et puis laissez des commentaires si vous avez envie pour débattre, mais sans violence. Au revoir.